Bonjour à tous et bienvenue dans ce live talk autour de la philosophie et de l'histoire du yoga. Dans un premier temps, est-ce que vous m'entendez déjà? Bonjour Yumna. Salut Aurélie. Donc, je retrouve pas mal de mes habitués du dimanche soir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à explorer un peu plus la partie théorique du yoga et comprendre d'où vient cette pratique. N'hésitez pas à bien vous installer confortablement en attendant l'arrivée des retardataires. On va démarrer tranquillement. Et dans tous les cas, je vais commencer par une petite présentation. Donc, je vais vous partager mon écran. Ok. Est-ce que vous voyez mon écran? Normalement, oui. Juste une petite manip pour vous remettre. Ouais, super. La bonne présentation. Je bascule ça en bas. Hop. Mhm. Attendez juste quelques secondes pour que, hop, je remette. Ouais, parfait. Non, pas encore. Yes, super. Donc, c'est bon, on va pouvoir démarrer. Normalement, vous voyez ma présentation qui s'affiche sur votre écran. Bonsoir à tous. On n'a pas encore commencé. Je vous laisse vous installer confortablement. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la séance, tout au long du talk sur le chat. Je vais également mettre un sondage dans quelques instants. Donc voilà, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à toutes les questions, mais je vais essayer de donner un maximum de réponses. Et l'idée ici, c'est vraiment de découvrir tout ce qu'il y a derrière cette pratique. Vous avez sûrement fait un cours de yoga, vous avez sûrement été sur votre tapis, mais est-ce que vous avez vraiment compris ce que c'est que le yoga, d'où ça vient et quels sont les principes de base qu'on a besoin de connaître surtout avant même d'aller pratiquer sur un tapis normalement. Mais bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'habitude de plutôt pratiquer, commencer par la partie physique, asana, avant même de comprendre cette philosophie. Donc, je vais essayer de vous donner une petite introduction. Donc, ça va rester on va être plutôt dans les grandes lignes. C'est pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions. Et si ça vous intéresse, on pourra peut-être explorer d'autres thèmes philosophiques parce que c'est extrêmement large le yoga. Donc, on va démarrer. Donc aujourd'hui, ce qu'on va explorer, c'est quoi le yoga déjà, définir ce que c'est que le yoga pour vous et ce que c'est que le yoga à travers en fait toutes les définitions que ça a connues justement à travers les différents siècles. Et ensuite, on va s'intéresser aux différents piliers du yoga. Donc le contenu est assez dense aujourd'hui. Je ne sais pas si on va pouvoir tout faire. En tout cas, je ferai de mon mieux pour essayer vraiment de répondre à toutes vos questions et d'éclaircir certaines ambiguïtés et de vous donner un maximum de savoir pour que vous puissiez pratiquer sur votre chemin du yoga. Et on va commencer justement par un premier sondage et une première question que je vais vous mettre ici. Alors, donc la question c'est qu'est-ce que le yoga pour vous? Donc, je vais déjà vous la poser. Le yoga pour vous. Et je vais vous mettre des options qui vont permettre justement d'orienter un peu plus mon contenu aujourd'hui. Ok, donc normalement vous avez un petit sondage sur le chat. Donc je vous invite à y répondre. Super, merci beaucoup pour vos réponses. Ouais, ça arrive, pas mal.
Ok, super, on a déjà pas mal de réponses. Donc, qu'est-ce que le yoga pour vous? On parle souvent d'une pratique sportive parce qu'on voit beaucoup de postures, on voit beaucoup de performances, beaucoup d'engagement musculaire si on a déjà fait des cours de yoga dynamique. Une religion pour certains parce qu'en effet, il y a pas mal de... On compare souvent certains aspects en fait du yoga au bouddhisme parce que c'est arrivé justement, pas forcément à la même période, mais il y a eu des influences en fait entre le bouddhisme et le yoga. Et une philosophie, en effet, parce que c'est une philosophie de vie, ça a inspiré beaucoup de philosophies plus tard, et ça a inspiré aussi beaucoup de philosophes. Donc, il n'y a pas forcément de bonne réponse. Enfin, c'est sûr que il n'y a pas de bonne réponse. Il n'y a pas une seule réponse. On va le voir que la définition du yoga est très compliquée, euh, mais qu'elle intègre déjà beaucoup de choses. Déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'écarterai moi la réponse numéro 2, qui est une religion, pour le simple fait que, en fait, le yoga, une religion se pratique par la croyance et par la foi. Et le yoga se pratique plutôt par l'expérience. Donc, si on ne peut pas être yogi si on n'expérimente pas le yoga au quotidien, si on ne vit pas le yoga au quotidien. Et ensuite, sur la première et la deuxième réponse, donc une pratique sportive de l'extérieur, ça peut l'être, mais je dirais que non, c'est pas une pratique sportive. On utilise justement les postures pour un objectif de purification du corps et d'autodiscipline. Mais ce n'est pas une pratique physique, une pratique pardon, sportive en soi. Donc on travaille sur la couche physique, mais pour atteindre justement d'autres couches qu'on va pouvoir aborder plus tard. Et sur la troisième réponse, une philosophie. Oui, c'est une philosophie. C'est une philosophie de vie, clairement. Euh, il y a beaucoup de concepts philosophiques et du coup, c'est inspiré pas mal du bouddhisme, de l'hindouisme. On va le voir un peu plus tard. Ok, donc on va avancer un tout petit peu. Alors, donc, il y a beaucoup de définitions du mot yoga. Enfin, on peut se perdre très très facilement en regardant toutes les définitions. Et en fait, on peut. La définition, en tout cas, la plus commune qu'on peut entendre, c'est l'union du corps et de l'esprit. Euh, alors, c'est une définition trop basique de dire juste que c'est l'union du corps et de l'esprit. C'est certes une union, mais je dirais plus que c'est une union du moi, en fait, avec le tout. Donc, de l'âme individuelle avec l'âme universelle. Donc, on a bien la notion d'union dans le yoga, mais ça ne s'arrête pas juste au corps et à l'esprit. On peut parler de l'union de toutes les couches de notre être. Et ça, je pense que pour ceux qui viennent souvent à mes cours, j'en parle pas mal. Donc, quand on parle de couches de notre être, c'est pas des choses ésotériques en fait. C'est tout simplement le mental, l'émotionnel. On a tous un mental, des pensées. On a tous des émotions. On a tous un corps physique, des sensations. On a tous un corps énergétique, même si le corps énergétique est un peu plus subtil à sentir. Mais déjà, si on s'arrête à physique, émotion et mental, on peut directement les sentir, on peut les expérimenter quotidiennement. Et rien que par le fait d'aligner et d'unir ces trois couches, déjà on commence à être dans le yoga. Donc, si des notions comme l'âme universelle et l'âme individuelle, donc l'union entre les deux, c'est quelque chose d'assez flou pour vous, d'assez ésotérique, on peut très bien s'arrêter justement à l'union avec toutes les couches de notre être, toutes les couches qui nous constituent. Et donc, ça répond du coup à une des questions philosophiques de euh, quel est le moi en fait? C'est quoi? Qu'est-ce que nous sommes justement comme être? De quoi on est constitué? Et c'est une question à laquelle c'est très difficile de répondre parce que on n'est pas simplement, si je prends ma définition à moi, je ne suis pas tout simplement Inès qui habite à Paris ou à Issy-les-Moulineaux et qui suis professeur de yoga. En fait, je suis bien plus que ça. Et qu'est-ce qu'il y a derrière justement cette couche euh, à laquelle on s'identifie parce que la société actuelle nous impose de le faire. Et le yoga répond justement à ces questions parce qu'il va justement attaquer tous les aspects de notre être. Et on va le voir dans la première du coup définition, celle qui est tout à gauche, en sanskrit. Donc c'est la langue ancienne où les textes de yoga, en fait les textes anciens du yoga ont été écrits. En sanskrit, le mot yoga signifie unir, relier. Déjà, on commence à parler d'union.
Et là, on va dire que par sa pratique, un adepte peut commencer à équilibrer et à relier tous les aspects de son être. Et comme je vous disais tout à l'heure, pardon, donc on commence déjà à lier le corps physique, donc votre corps, avec le corps énergétique. C'est un peu plus difficile à sentir, mais pour certaines personnes, c'est vrai que l'aspect énergétique est facile à sentir, pour d'autres, c'est très difficile. Les émotions, le mental et le spirituel, c'est-à-dire tous les éléments nécessaires pour avoir une vie pleine et harmonieuse. Je vais vous donner un exemple très simple. Donc, normalement, vous avez tous fait un cours de yoga. Et justement, quand vous faites un cours de yoga, parfois vous arrivez sur votre tapis, vous êtes complètement stressé, vous êtes angoissé, vous avez des émotions très intenses. Vous avez peur, enfin que vous avez sûrement été sur votre tapis dans un état émotionnel très intense. Et en fait, vous vous posez sur votre tapis, ça commence à vagabonder dans tous les sens, vos émotions commencent à partir en vrille, votre mental génère 36 000 pensées à la minute, vous avez du mal à vous poser dans votre corps. Et observez dans ce cas la différence entre justement cet instant où vous êtes complètement déconnecté du corps physique, vous êtes encore dans vos émotions, et le moment où vous quittez la pratique. Donc si vous arrivez à revenir au corps, aux sensations et à la respiration, vous voyez qu'au bout de quelques minutes ou même à la fin de la pratique, vous arrivez dans un état d'alignement où votre couche physique est alignée avec vos émotions et avec votre mental. Est-ce que vous avez déjà vécu ça en fait dans votre pratique de yoga ou dans votre expérience de yogi? N'hésitez pas à m'écrire sur le chat ou même à poser des questions. Que là, je pense que cette définition, c'est si on a déjà fait du yoga, on la sent déjà en fait. On la sent, on la comprend. Ouais, super. Merci Delphine pour ton retour. Super. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Mais vraiment, cette définition, pour moi, elle marche super bien si on a déjà été sur le tapis. Ok, ensuite, on va passer à une autre définition. Là, on va plutôt partir de la racine du mot yoga. Donc, le mot yoga, en sanskrit, vient de la racine yuj, Y-U-J, qui signifie mettre sous le joug ou atteler des animaux sous un joug. Donc cette définition est sortie justement à une époque où on l'utilisait justement pour parler d'attelage des animaux. Préparer, mettre en activité, joindre et unir. Donc c'est vrai que le mot yoga, quand il est arrivé, il n'est pas arrivé pour parler de la pratique qu'on connaît aujourd'hui. Il est surtout arrivé justement pour parler de cet attelage. Et donc du coup, on retrouve cette notion d'union. Et yuj peut également signifier arrêter ou reposer, surtout quand on va parler plus tard, donc dans la définition du mot yoga, arrêt ou repos des fluctuations du mental. Ensuite, j'ai également pris une autre définition qu'on retrouve dans le Grand Robert. Le yoga est une discipline traditionnelle indienne visant à libérer l'âme de sa condition existentielle dans l'union à l'absolu. Donc, définition un peu plus compliquée, beaucoup plus philosophique et beaucoup plus dans l'histoire du yoga. Donc, si on retrouve pourquoi le yoga a été pratiqué initialement il y a 3000 ou 5000 ans, en fait, à la base, le yoga a été pratiqué justement pour libérer l'âme de sa condition existentielle. Dans le sens où, en fait, dans la tradition indienne, on parle des cycles de réincarnation. Et le yogi, en fait, par l'ascèse, parce que le yoga était principalement pratiqué à travers l'ascèse. Donc, ils se retiraient complètement de la société, ils allaient vivre dans des grottes, ils méditaient toute la journée, ils faisaient des pranayamas, ils ne faisaient pas de posture à l'époque comme on peut les connaître aujourd'hui. Et toute cette pratique, c'était pour le relier justement à l'absolu. Et c'était dans un objectif de libérer l'âme justement du monde matériel et de la condition existentielle pour arrêter le cycle de réincarnation. Donc cette définition, elle est un peu plus difficile parce qu'elle nécessite de comprendre justement l'histoire du yoga, le début du yoga, comment ça a commencé. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça a vraiment commencé par une forme d'ascétisme, d'ascèse en fait, où en fait on se retirait du monde pour pratiquer le yoga. Donc le yoga aujourd'hui, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on pratique sur un tapis, dans un studio de yoga, on peut même pratiquer chez nous, mais
on se retire pas en fait du monde dans notre société actuelle pour pratiquer le yoga. Et ça, c'est pas arrivé de nulle part, c'est parce que le yoga, dans son chemin, en fait, il a connu justement beaucoup d'influences, dans l'influence du tantrisme. Et à travers le tantrisme, on a connu justement cette ouverture du yoga à l'extérieur, à travers des notions comme l'amour inconditionnel. Et c'est là qu'on est sorti quelque part de la définition pure du yogi qui se retire dans les montagnes ou dans les grottes de l'Himalaya vers un yoga qui est beaucoup plus ouvert et beaucoup plus en relation avec le monde extérieur et avec la société. Est-ce que vous avez des questions déjà pour le moment? Est-ce que la définition du mot yoga est un peu plus claire avec ces quelques définitions justement? Il ne faut vraiment pas hésiter à poser des questions sur le chat. Ok, super. On va passer. On va passer maintenant au type de yoga. Alors aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de type de yoga, on va plutôt parler de vinyasa, hatha, yin, tout ça. Ça n'existait pas à l'époque. C'est des définitions qui sont très récentes, qui datent justement du XXe siècle. À la base, donc vraiment quand on remonte dans les textes yogiques, on va avoir 4 types de yoga principaux. Donc je vais les citer. On a le Jnana Yoga, le Bhakti Yoga, le Karma Yoga et le Raja Yoga. Est-ce qu'il y en a un que vous connaissez, un ou plusieurs? Si oui, n'hésitez pas à le mettre sur le chat. Comme ça, je vais commencer par celui-là. Ok. Aucun. Super. Alors, il y en a un qu'on pratique aujourd'hui, tous les jours. On va l'expliquer, on va l'explorer. En fait, je vais commencer par le Karma Yoga. Donc, le Karma Yoga est apparu avec un livre qui s'appelle la Bhagavad Gita. Donc, c'est un livre ancien, très, 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 très ancien. Il est même arrivé avant les Yoga Sutras, dont on va parler plus tard, où en fait, on va parler de... c'est une histoire de guerre entre deux clans. Et il y a un guerrier qui s'appelle justement Arjuna, qui devait justement... En fait, c'est pas une guerre entre deux clans, c'est une guerre entre deux clans de la même famille. Et donc, un des guerriers, en fait, il ne voulait plus aller justement sur le champ de bataille parce qu'il ne voulait pas combattre justement des gens de sa famille. Et donc, du coup, il a eu un des seigneurs, enfin Krishna, un des dieux, donc justement du yoga quelque part, qui l'a justement initié au yoga de l'action, au karma yoga, en expliquant que, en fait, on a tous une mission de vie. Et notre mission, justement, c'est d'aller au bout de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit réaliser. Et donc, Arjuna, ce guerrier-là, il avait pour mission, justement, d'aller sur ce champ de bataille parce c'est un guerrier. Et donc ça, c'est juste pour la petite histoire. Mais si je rentre dans ce que c'est que le karma yoga, c'est le yoga de l'action désintéressée. Ça veut dire que, en fait, on va être dans l'action déjà. Donc, pas forcément à travers le tapis, mais on va être dans l'action. Ça peut être du bénévolat, de l'aide, sans attendre un retour, en fait, sans attendre le fruit de l'action. Donc ça, c'est le karma yoga. Ensuite, on va avoir le Bhakti Yoga. Le Bhakti Yoga, c'est le yoga de la dévotion et de l'abandon. Donc ce type de yoga, il est un peu plus proche de la religion, parce que dans ce type de yoga, justement, on va retrouver pas mal de chants religieux, pas mal de mantras. Et dans le Jnana Yoga, on va être plutôt dans le yoga de la connaissance et des études, en fait, des textes anciens. Voilà à peu près les 3 premières définitions donc des types de yoga. Donc, c'est des yogas qui ne sont pas du tout pratiqués aujourd'hui. Enfin, le karma yoga est quand même un peu pratiqué. Les 2 autres yogas sont beaucoup moins pratiqués. Le yoga qui est bien pratiqué aujourd'hui, c'est le Raja Yoga. Donc, c'est ce qu'on appelle le yoga de la méditation. Et c'est le yoga de Patanjali. Est-ce que Patanjali, ça vous parle? Non. Ok. Super, on a beaucoup de choses à explorer aujourd'hui. Ah, oui. Ok. Donc, en fait, aujourd'hui, on va faire un focus justement sur le Raja Yoga. Et le Raja Yoga, donc c'est le yoga. Pourquoi on dit que c'est le yoga de la méditation? Parce que l'objectif, au final, du yoga, selon Patanjali, c'est la méditation.
pourquoi on est assis sur le tapis, pourquoi on fait toutes ces postures, pourquoi on fait ces respirations. C'est au final pour pouvoir méditer, pour déjà éduquer le corps, on va le voir plus tard, pour aller justement vers la méditation. C'est pour ça que j'ai mis en bas. C'est l'approche dont parle Patanjali, auteur des Yoga Sutras, donc rédigé environ 300 ans avant Jésus-Christ, on le verra un peu plus tard, un peu plus détaillé, qui est la plus pratiquée aujourd'hui, donc de nos jours, en Occident. Et maintenant, on va parler des Yoga Sutras de Patanjali. Donc les Yoga Sutras, c'est un livre, c'est un des ouvrages les plus connus dans l'univers du yoga. Donc Patanjali, c'est un sage. On dit que c'est un sage, mais en fait, on dit plutôt que c'est un groupe de sages qui a écrit ce livre, qui a été rédigé entre 200 avant Jésus-Christ et 500 après Jésus-Christ. Donc, vu l'échelle temporelle, c'est pour ça qu'on dit que c'est plus une série de sages et pas juste un sage. Donc, il est constitué de 196 sutras. Donc, les sutras, c'est des aphorismes. Il est rédigé donc par Patanjali, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et les Yoga Sutras se décomposent en 8 branches. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des 8 branches ou des 8 piliers du yoga? Juste un oui, un non. Ok, ça marche. Donc, si je résume, pour reprendre le fil conducteur depuis le début, donc on a eu la définition du yoga. On a dit qu'il y avait 4 types de yoga, dont un qui s'appelle le Raja Yoga. Et le Raja Yoga, c'est le yoga de la méditation qui a été rédigé qui a été pas rédigé, en fait, qui a été structuré par Patanjali à travers les Yoga Sutras. Donc, les Yoga Sutras, c'est un livre qu'on retrouve aujourd'hui un peu partout. Si vous le cherchez à la FNAC ou n'importe où, vous allez le trouver. C'est un livre qui est pas du tout facile à lire. Donc, vous allez trouver des commentaires différents. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire à la fin, comme ça je peux vous diriger. Mais lire directement les Yoga Sutras, ça peut être un peu compliqué au début. Donc, on va explorer les différents piliers ou les 8 branches du yoga. Et il y a sûrement quelques branches que vous connaissez déjà. Donc, il y en a 8. Donc, on va les explorer un par un. On a les yamas, les niyamas, les asanas, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana et samadhi. Donc, c'est un peu chinois tout ça, je pense, au début. Mais vous allez voir que c'est très logique et c'est très... ça ressemble beaucoup à ce que... Vous allez retrouver pas mal de notions des cours de yoga, en fait, ici. Et en fait, pourquoi j'ai rajouté cette flèche? Parce que l'idée, en fait, du système de Patanjali, c'est de partir de la couche la plus externe. Donc, la plus externe, c'est celle qui est liée au monde extérieur, donc à la société dans laquelle on vit, vers la couche la plus interne, qui est notre monde intérieur. Donc là, on va le voir progressivement, on va du monde extérieur vers notre monde intérieur. Les yamas, en fait, et les niyamas, c'est les valeurs de base, on va dire les commandements qui nous permettent de vivre en harmonie dans la société. Les asanas, c'est les postures. Les pranayamas, c'est les techniques de respiration. Donc ici, on est vers le monde extérieur, la société vers soi. Là, on commence à purifier le corps, on rentre dans le corps physique à travers les asanas et les pranayamas. Ensuite, on va rentrer dans Pratyahara, c'est le retrait des sens. Dharana, c'est la concentration. Dhyana, c'est la méditation. Et Samadhi, c'est l'éveil spirituel. Donc en gros, ici, on est vers le monde extérieur. On purifie la couche physique et on commence à se retirer donc, du monde extérieur, je vais vous l'expliquer plus tard, pour atteindre la concentration et la méditation. C'est pour ça qu'on l'appelle le yoga de la méditation. On va les explorer un par un. Donc déjà, vous en connaissez au moins un, c'est les asanas. Vous en connaissez peut-être même plus que un. On va les voir tout de suite. Donc les yamas, ils nous guident sur notre conduite en relation avec les autres et envers la société. Donc les niyamas, c'est tout ce qui est commandement, on va dire, ou des principes de base qui vont nous permettre de vivre en harmonie avec les autres. Donc on va parler d'ahimsa, donc la non-violence. Quand on parle de non-violence, c'est non-violence envers les autres, mais également envers soi-même. C'est-à-dire que quand on est sur notre tapis, il ne faut pas qu'on soit violent avec nous-mêmes, il ne faut pas qu'on se torture à faire des postures qui ne sont pas du tout faisables pour notre corps,
ou des postures pour lesquelles notre corps n'est pas du tout prêt. Faut apprendre à s'accepter. Accepter qu'il y a des jours où on n'a pas envie, il y a des jours où notre corps a envie d'aller plus loin. Et si votre corps n'a pas envie d'aller plus loin, il faut surtout ne pas y aller, l'écouter et justement revenir vers soi. Et c'est là qu'on est dans la pratique du yoga. Donc, je passe au deuxième principe, la sincérité avec soi et avec les autres. Donc, quand on parle de sincérité, c'est pas juste ne pas mentir, c'est la sincérité envers dans les pensées, dans les actions et dans les paroles. La sincérité avec soi, on peut même le retrouver dans un tapis de yoga. Lorsque vous êtes justement sur votre tapis, pareil, si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, soyez sincère envers vous-même. Aujourd'hui, si vous avez envie de prendre, s'il y a 3 options dans une posture, soyez sincère avec vous-même. Si l'option 1, elle est très bien pour vous aujourd'hui, prenez l'option 1. C'est ok, c'est parfait pour vous. On passe au troisième principe, Asteya, donc respect de la propriété, ne pas être jaloux, ne pas envier. Brahmacharya, donc la préservation des fluides. Là, on dit plutôt vigilance sur la sexualité, mais on va surtout parler de modération. C'est-à-dire être toujours dans la modération par rapport au rapport sexuel qu'on peut avoir avec les autres. Cinquième principe, aparigraha, donc le non-attachement. Se libérer des attentes et laisser l'évolution se faire naturellement. Accepter ce qui est déjà là. Ça, c'est pas pareil. C'est des notions qu'on retrouve dans un cours de yoga. Ne pas s'attacher au résultat, ne pas s'attacher à la performance et accepter là où on est aujourd'hui et faire confiance dans le processus justement et le chemin du yoga. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette partie ? Ok, pas de questions. On va passer. Super, merci Véronique. On va parler des niyamas, pardon. Donc là, on va plutôt, on a dit les yamas, on est avec les autres. Les niyamas, on est avec soi. Donc comment on doit s'observer de l'extérieur, plutôt vers l'intérieur, et comment on doit se comporter avec soi-même. Donc on va retrouver Socha, donc la pureté au sens large. On va parler d'hygiène du corps, des pensées, de l'alimentation. Et c'est vrai que la pratique du yoga nous fait prendre conscience très rapidement, en fait, de nos habitudes et nous pousse justement à améliorer nos habitudes de vie. Donc Santosha, on retrouve le contentement et la gratitude. Tapas, l'effort, la discipline dans la pratique et dans le développement de soi. Donc le yoga, en fait, moi j'aime bien cette définition, du coup que j'utilise pas mal. C'est un juste milieu entre tapas et santosha. Donc c'est un juste milieu entre la discipline, trouver de la rigueur, donc pratiquer sur votre tapis, même 5 minutes par jour, c'est parfait. L'idée, c'est vraiment de trouver une routine et d'en faire une hygiène de vie. Et en même temps, être dans le contentement. Oui, merci Delphine pour ton commentaire. On est très 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 loin de ce que vous pouvez voir sur Instagram, sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une discipline d'harmonie en fait. On n'est pas dans une discipline de performance, au contraire, on est vraiment dans une discipline d'accord en fait. On est en accord avec soi, on accepte et en même temps on est dans l'action. C'est-à-dire que on lâche prise, on est dans la discipline, mais on sait lâcher prise. Et en même temps, lâcher prise ne veut pas dire se laisser aller. Donc vraiment, c'est vraiment important de connaître tout ça parce que c'est une pratique qui est extrêmement riche, qui peut vous apporter beaucoup de choses dans votre quotidien, bien plus qu'une superbe posture sur Instagram. Donc on va avancer un tout petit peu. Les tapas, on a dit, voilà, discipline dans la pratique et dans le développement de soi. Ensuite, on va passer à Svadhyaya, donc c'est l'étude des textes, l'introspection. On est toujours dans une recherche intérieure et d'amélioration intérieure, dans un développement en fait de soi. Et Isvara Pranidhana, donc c'est dans l'abandon au divin, lâcher prise et se connecter à l'univers. Là, on peut avoir une connotation religieuse en fait si on voit la définition comme ça. Mais en fait, dans son contexte, dans un contexte de cours de yoga où je vous demande par exemple en yin yoga dans une posture de trouver le lâcher prise. Et en fait, le lâcher prise, c'est tout simplement la confiance en l'univers en fait. C'est de se dire arrêtons de contrôler les choses, on fait de notre mieux, on est dans l'action, on est dans la discipline, mais en même temps,
Laissez les choses se faire naturellement. Laissez la vie, en fait, vous proposer des choses. Et le lâcher-prise, il est là, en fait. Il est dans cette définition. Il est très difficile à trouver dans notre société d'aujourd'hui, où on est beaucoup dans l'anticipation, on est beaucoup dans le yang, on veut tout contrôler, on veut tout maîtriser, mais en fait, ça marche pas comme ça. Quand on veut tout maîtriser, on n'est plus dans la souffrance, on se fait du mal et on se repose pas, on souffle pas, on profite pas. Donc, j'ai fini sur la partie Niyamas. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Oui, exactement. Je parle beaucoup de la non-performance parce que justement, on n'est pas dans la performance dans le yoga, on est vraiment dans la recherche de soi. Et on est justement dans la discipline, mais dans l'écoute en même temps de soi. Arriver à vraiment, pour réaligner justement toutes les couches de notre être, si on est en train de forcer, en fait, on est juste en train de créer des contraintes dans notre corps et des contraintes qui vont se transformer en pensées négatives, en émotions négatives. Et ça sert à rien de lutter en fait. Le yoga, c'est vraiment, on dit, on arrête de lutter et on va plutôt chercher une harmonie. Ok, donc je pense qu'on va encore on va avoir besoin d'encore 10 minutes. Donc, est-ce qu'il y en a qui doivent partir très 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 rapidement? De toute façon, si c'est le cas, vous avez toujours le replay qui sera disponible sur Demio. Et j'aimerais bien qu'on explore justement toutes les branches parce que c'est très très important. Ça va vraiment vous apporter une autre dimension dans votre pratique. On va passer aux asanas. Alors, les asanas, donc, dans le schéma qu'on a vu tout à l'heure, ici, donc là, on est dans les valeurs de base, et là, on va commencer à purifier le corps. Donc, dans les traditions yogiques et hindouistes, on accorde beaucoup d'importance en fait au corps physique parce que notre corps, c'est notre temple et on a besoin de le purifier. Et dans le système du yoga, selon Patanjali, on purifie le corps à travers les asanas et les pranayamas. C'est ce qu'on va voir plus tard. Donc, les asanas, en fait, c'est la connexion au corps physique. Donc, Patanjali, justement des sutras les plus connus de Patanjali, donc que vous pouvez écouter très facilement dans des séances de yoga, c'est l'asana doit être stable et confortable. Stira Sukham Asanam, en fait, en sanskrit. Donc, justement, je reprends cette notion de on doit trouver un juste confort entre stabilité, un juste milieu, pardon, entre stabilité et confort. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un guerrier 2, ça sert à rien de complètement vous crisper pour être dans la posture. Il faut au contraire trouver les bons engagements et en même temps les bons relâchements. Donc on va engager certains muscles, mais on va relâcher certains muscles. Et le yoga, à travers justement les asanas, nous apprend justement ce juste milieu, comme je vous disais tout à l'heure, entre tapas, donc discipline, et contentement. Toujours un juste milieu, toujours une harmonie, toujours un équilibre, le yoga. Vraiment pensez équilibre tout le temps dans votre pratique. Donc, dans chaque posture, nous devons trouver l'équilibre entre stira, qui veut dire ferme et solide, et sukha, qui veut dire confort et douceur. Donc, il y a un retour à la ligne qui manque ici. Donc, les asanas, en fait, on les pratique justement, et ça, vous le sentez, quand vous sortez d'un cours de yoga, donc un cours de yoga moderne, où on fait 90% de posture dans un cours. Je parle surtout des cours dynamiques, je ne parle pas de yin, plutôt des cours vinyasa, hatha, plus vinyasa, peut-être ashtanga. Donc, on travaille principalement sur la couche physique. Et à la fin de la séance, vous sentez quand même un bien-être très profond parce que vous êtes passé par le corps, en fait. Et à travers le corps, on arrive à ce qu'on appelle rééquilibrer les énergies à travers les chakras, en fait. Ça, je ne vais pas le détailler aujourd'hui parce que c'est encore un sujet très vaste. Mais en gros, le fait de faire ces postures, de se concentrer sur le corps physique, sur comprendre notre structure, va nous permettre en fait déjà d'amener un peu plus de conscience dans le corps et de le purifier. Parce que plus vous allez prendre conscience de votre corps, plus vous allez arrêter de lui faire mal. Je prends l'exemple, j'ai beaucoup d'élèves moi qui me disent au bout de quelques séances de yoga, donc le premier fait marquant, c'est on arrête de manger n'importe quoi, on fait plus attention à son alimentation. Et en effet, c'est parce qu'en fait, le premier résultat
qu'on peut avoir à travers une pratique de yoga, c'est justement la prise de conscience du corps et on veut arrêter justement de lui faire mal parce que c'est notre temple. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette définition ou dans cette vision? Ok, super. Et en fait, du coup, les asanas, donc au-delà justement de cette purification du corps, déjà physiologiquement parlant, donc ça a été démontré qu'ils ont beaucoup de bénéfices pour la santé. Donc flexibilité de la colonne vertébrale, mobilité des articulations, renforcement des muscles profonds, stimulation et régulation des activités des organes et des glandes endocrines, optimisation du métabolisme. Bref, il y a vraiment une série de bienfaits. Je pense que pour le coup, là, vous les connaissez, qui sont en lien avec notre santé. Et donc, ça a été vraiment prouvé scientifiquement. Ok, on va passer. Quatrième pilier, pranayama, contrôle du souffle. Ça, on peut également le retrouver dans certains cours de yoga où on va parler justement de techniques de respiration. Typiquement, Ujjayi, donc dans les pratiques dynamiques, c'est un pranayama. La respiration carrée que je pratique souvent en yin yoga, c'est-à-dire on inspire sur 5 temps, on fait une rétention, on expire sur 5 temps, on fait une rétention, c'est un pranayama. En fait, pranayama déjà vient de deux mots, prana et yama. Prana, ça veut dire la force vitale ou l'énergie de vie. Dans la médecine chinoise, on peut l'assimiler au qi ou au qi, donc au qi plutôt. Euh, donc le prana, on peut le retrouver dans l'air, dans l'alimentation. C'est toutes les sources extérieures qui vont alimenter notre corps physique. Et donc le prana qu'on utilise dans le pranayama, c'est l'air en fait. On utilise justement l'air comme force vitale à notre corps physique. Yama, ça veut dire expansion ou extension et maîtrise du souffle pour mieux contrôler l'esprit et développer la concentration. En fait, yama, donc en sanskrit, ça veut dire expansion. Et ce qu'on cherche à travers ces techniques de respiration, justement, c'est l'expansion du souffle et son contrôle. Le contrôle s'étend à toutes les fonctions de la respiration. Donc, on va parler d'inspiration, d'expiration et de rétention. Donc, les rétentions sont également importantes. Par contre, il faut bien faire attention aux rétentions. C'est-à-dire que ne faites pas des rétentions tout seul quand vous êtes chez vous. Essayez vraiment encore une fois, d'être à l'écoute. Parce que parfois, le prof va vous dire, on inspire sur 5 temps, on retient le souffle sur 5 temps, on expire sur 5 temps. Si retenir le souffle sur 5 temps pour vous, c'est pas possible ou ça vous fait pas de bien, vous le faites pas, vous le faites sur 1 ou 2 temps et c'est très bien. La respiration est une des clés pour véhiculer le prana dans le corps. Donc j'ai demandé quelques exemples de respiration, mais je vous en ai donné déjà deux, donc la respiration carrée et la respiration Ujjayi. Est-ce que vous avez des exemples, vous, de votre côté? D'autres exemples que vous avez pratiqués dans certains cours? Kapalabhati, oui, en effet, c'est un pranayama. Super. Donc, il y en a une autre qui est connue, Nadi Shodhana, donc la respiration alternée, où on vient alterner la respiration entre une narine et l'autre. Donc ça aussi, c'est un pranayama qui est très connu. Donc ça, c'est les 4 pranayamas les plus connus qui existent pas mal dans les cours de yoga. On va passer à la suite. Si je reprends le fil conducteur, donc on a fait les valeurs, yamas, niyamas. Ensuite, on a fait les asanas, les pranayamas sur la partie purification du corps physique. Une fois qu'on a purifié le corps physique, on va parler de pratyahara, le retrait des sens. En fait, le retrait des sens, c'est-à-dire que en fait, c'est ce qui va nous permettre de revenir vers notre monde intérieur. Nos sens, c'est donc, je prends la vue, l'ouïe par exemple. Donc en fait, nos sens, c'est ce qui nous connecte au monde extérieur. Et donc c'est très bien parce qu'on est toujours en lien avec le monde extérieur, mais en même temps, c'est ce qui nous perturbe dans notre quotidien et c'est ce qui nous empêche d'aller vers l'intérieur. Vous pouvez très bien le voir quand vous êtes posé donc en shavasana ou dans une posture assise. Dès qu'il y a des sons, on est très très vite perturbé justement par ces sens. Et l'idée justement de cette branche du yoga, donc pratyahara, c'est d'arriver à diriger les sens vers l'intérieur. Et ça, je le dis souvent dans mes cours. Dès qu'on se met en position allongée ou assise pour démarrer la pratique,
prenez le temps de vous poser, tournez le regard vers l'intérieur. Déjà, tourner le regard vers l'intérieur, ça veut dire... Ok, je garde ta question, Véronique. Garde-la, n'hésite pas à me la reposer à la fin. Parce que là, je vais avancer juste sur les branches et je reviens sur les questions. Donc, en revenant justement vers l'intérieur, en tournant le regard vers l'intérieur, quelque part, on se déconnecte en fait de tout ce qui peut nous perturber, de toutes les perturbations extérieures. Et c'est là qu'on va commencer à se concentrer vers l'intérieur et aller vers la méditation. Et ça, on va le voir encore dans les branches d'après. Donc, pratyahara signifie en sanskrit tirer vers le contraire. Le mouvement naturel des sens est de s'écouler vers l'extérieur où il rencontre les objets du monde qu'il nomme et interprète à l'aide de la pensée. L'objectif de pratyahara est de faire taire l'esprit afin que nous puissions nous concentrer. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, voilà, le plus simple, le plus à comprendre, c'est tourner le regard vers l'intérieur, en fermant les yeux et en se recentrant vers l'intérieur. Et pratyahara, donc 5e branche, c'est le début de dharana. Donc dharana, c'est la concentration. Le début de la concentration, c'est le retrait des sens. Ça veut dire à partir du moment où vous maîtrisez vos sens, vous n'êtes plus perturbé par le monde extérieur et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut être concentré. Dharana est le fait de revenir à son centre et donc être concentré. Le processus de concentration revient à canaliser notre esprit sur un seul objet, une partie du corps, la respiration, la répétition silencieuse d'un son. C'est-à-dire qu'en fait, la concentration, elle peut être pratiquée en yoga à travers justement l'aide d'un objet. Et donc, le plus simple qu'on peut retrouver dans un cours de yoga, c'est la respiration. Donc, on se pose toutes ces notions quelque part, on les retrouve dans un cours de yoga complet. Donc, vous vous posez sur votre tapis, donc Shavasana, position allongée en début de séance. Vous fermez les yeux. Le prof vous dit, on se pose dans la terre, on oublie tout ce qui s'est passé avant, on se recentre sur l'instant présent et on tourne le regard vers l'intérieur. On vient justement se retirer progressivement du monde extérieur et on se concentre sur la respiration. Et là, on commence en fait à se concentrer vers notre monde intérieur et on commence quelque part le chemin vers la méditation qu'on va voir après. Donc parce que les branches sont vraiment progressives. Le retrait des sens, c'est le démarrage de la concentration. Dès qu'on prolonge l'état de concentration, on passe à la méditation, ce qu'on voit après. Donc, pour la concentration, le plus simple, c'est justement d'utiliser la respiration. On peut utiliser le chant, donc les mantras. On peut utiliser le drishti, donc fixer le regard sur quelque chose quand on est dans les postures. On peut travailler sur les bandhas. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, les bandhas, mais c'est des verrous énergétiques. Donc, il y a beaucoup de choses en yoga sur lesquelles on peut se concentrer justement pour arriver à la méditation et au retrait justement du monde extérieur pour revenir vers notre monde intérieur. Donc, on avance vers la méditation, donc 7e branche. La méditation, donc c'est l'état de concentration prolongée. Si je lis rapidement, la méditation, c'est la cessation des mouvements de la conscience, c'est amener la mer agitée au calme plat. Dhyana est un état avancé de dharana. Donc dharana, c'est la concentration ou la contemplation. Il existe une distinction subtile entre les deux. Dans dharana, notre attention se fixe sur un point, alors que dhyana est un état de pleine conscience sans concentration. Donc à partir du moment où on n'a plus besoin de se concentrer sur un objet ou sur la respiration, on est dans un état de méditation. Est-ce que ça va ou est-ce que je vous ai perdu? Parce que le contenu, j'avoue qu'il est très dense. Et ok, bah super. Donc voilà comment on arrive justement à la méditation. Super, merci beaucoup pour le retour. Et la dernière branche du coup du yoga, c'est le samadhi, l'éveil spirituel ou la libération. Donc le samadhi, c'est le but ultime de la quête du yogi selon Patanjali. Donc j'ai pris quelques illustrations. Son corps et ses sens sont au repos comme s'il dormait. Sa pensée et sa raison sont vigilantes comme en l'état de veille. Cependant, il est au-delà de la conscience. C'est un état de paix extrêmement profond et cet état ne peut être décrit que par le silence profond.
Le yogi a quitté le monde matériel pour se fondre dans l'éternel. Il n'y a plus aucune dualité entre le connaissant et le connu. Donc ça, c'est vraiment, après la méditation, c'est un état d'éveil. Euh, c'est un état d'éveil, je pense que très peu de personnes, honnêtement, ont connu, ou même très peu de yogis ou de professeurs de yoga. Le samadhi, je pense qu'on a même du mal en fait à bien le comprendre, cet état, parce que c'est un état qui se vit par l'expérience, qui ne peut pas être décrit. Mais je pense que le samadhi, on le vit, on le vit en fait, mais sur des fractions de secondes. Je pense qu'on peut l'assimiler à, par exemple, si vous êtes passionné, vous avez un hobby ou une activité extrêmement passionnante dans votre vie, parfois en fait, quand on est vraiment absorbé justement dans cette activité, on, enfin, c'est un peu ma définition parce que moi je le vis cet état-là. En fait, quand on est absorbé justement par l'activité, on n'est plus quelque part, il n'y a plus aucune dualité entre nous, les autres et le monde extérieur. En fait, on est pleinement présent dans cette activité-là. Je ne sais pas comment le décrire exactement, mais comme moi, enfin, je fais beaucoup de danse, je suis prof de danse, et le samadhi, je le connais beaucoup en fait à travers la danse parce que c'est quand par exemple le danseur va entrer en transe. Pareil pour les musiciens, par exemple, qui vont vraiment être dans un état de transe extrêmement profond et qui vont être dans une créativité extrême, mais de manière très fluide et très naturelle. C'est un état en fait de connexion euh, qui ne s'explique pas, en fait, où on a vraiment une... Je ne sais pas si vous l'avez connu, mais je pense qu'on l'a tous quelque part connu. Je pratique la salsa, en fait, mais j'ai fait beaucoup de danse contemporaine quand j'étais jeune. En fait, cet état de samadhi, je pense que j'avais connu. Euh, on peut le connaître en fait dans des expériences assez intenses où on est vraiment bien en fait. On n'a plus aucune séparation avec le monde extérieur. Mais c'est vrai que être dans cet état tout le temps, je pense qu'on en est loin en fait, qu'on en est tous très loin et de toute façon, je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose de simple dans notre vie quotidienne aujourd'hui, avec toutes les responsabilités qu'on peut avoir. Euh, et je ne sais pas si on peut vraiment quitter le monde matériel et en même temps rester dans la société. Exactement, c'est comme un moment de communion en fait. Exactement. Et ça, on peut le vivre justement pendant même des quelques fractions de secondes en étant baigné dans une activité ou même dans un état. On n'a même pas besoin d'activité. Peut-être qu'on est juste face à la nature et on explore cet état. C'est juste pour dire que c'est pas forcément sur le tapis que vous allez connaître cet état. C'est vraiment en pratiquant la pleine présence, en étant complètement en enlevant justement cette dualité entre nous et l'autre, entre nous et l'extérieur en fait, parce qu'on on est juste une partie en fait de l'autre et on est tous justement des petites parties ou des petites molécules en fait d'un tout. Et ça rejoint un peu la définition du tout début quand on parlait de l'union de l'âme individuelle avec l'âme universelle. Quand on arrive à un état d'union, en fait, on enlève toute la dualité et là on est quelque part dans le samadhi. Exactement, on peut ressentir ça en fait quand on est en tant que croyant ou même dans les religions en effet. Et c'est pour ça que il y a parfois on peut dire que le yoga c'est une religion, mais c'est pas vraiment une religion parce que c'est à travers l'expérience en fait dans le yoga qu'on peut approcher ces états-là. Ouais. Ok. Est-ce que c'est clair tout ça? Parce que moi j'ai fini ma présentation, j'ai fini mes 8 branches du yoga selon Patanjali. Euh, Et en fait, voilà, il faut se dire que Patanjali a codifié justement le yoga avec ses 8 branches. Il faut également se dire que c'est un peu compliqué. En fait, c'est dense. C'est dense et ce qui est important dans toutes ces notions-là, c'est d'arriver à les voir dans un cours de yoga, arriver à en prendre conscience et à les pratiquer quotidiennement. Donc, en fait, si je reviens ici sur cette échelle, donc, alors, c'est pas une échelle montante, c'est-à-dire qu'on commence pas par yamas, niyamas, asana.
L'idée, en fait, du yoga, c'est vraiment, il y a toujours des allers-retours entre. C'est-à-dire qu'on peut être dans la méditation, mais c'est pas, on va pas finir toutes les asanas, en fait, pour aller dans la méditation. L'état de méditation, vous allez pouvoir également l'explorer dans un cours, cet état de retrait d'essence. Donc voilà, il faut se dire que tout est lié, que voilà tout ce qu'il y a derrière un cours de yoga, en fait. Même si on n'arrive pas au samadhi dans un cours de yoga, mais il faut avoir conscience de tout ça. Aurais-tu des références de livres qui résument la philosophie du yoga en faisant un focus sur les asanas? Bonne question. Je ne connais pas de livre qui lie les deux, en fait. Qui lie, en général, on va trouver des livres sur l'histoire du yoga, la philosophie du yoga, et des livres sur les asanas. Alors, Delphine, alors, quand tu dis asana, est-ce que tu veux vraiment le détail des postures ou pas? Parce que si tu veux le détail des postures, tu ne trouveras pas un livre qui regroupe les deux. En général, oui. En fait, si tu veux le détail des postures, ça va plus être des livres euh, autour de l'anatomie, où tu vas trouver justement dans toutes les postures quels sont les muscles qui sont engagés, les muscles qui sont relâchés, les espaces que travaille chaque posture, ainsi de suite. Quand tu vas sur des livres plutôt de philosophie, là, on va plutôt rentrer dans ce que je vous explique là, peut-être un peu plus approfondi, ou avec un peu plus d'histoire, parce que là, c'est vraiment un résumé des principes de base de la philosophie du yoga. Cette approche est intéressante, exactement. Un livre de philosophie simple. Ouais, il y a un livre que j'ai récemment lu, je vais vous le montrer, qui est excellent, très facile à lire pour un livre de philosophie du yoga parce qu'ils sont très compliqués. C'est celui-là. Donc en fait, c'est yoga. Alors vous voyez pas très bien peut-être. C'est 2500 ans d'histoire de Clémentine Herpicum. Et en fait, ce qui est bien avec ce livre, déjà, c'est qu'il est, en fait, vous allez le voir, il y a beaucoup de photos, donc il est très sympa, il est vraiment très facile à lire également. Clémentine, elle est vraiment très très bien, elle a pas mal de livres, et du coup, c'est très facile en fait à lire. Franchement, pour un livre de philosophie, c'est pas mal. Après, ce que je peux vous conseiller également, c'est d'écouter des podcasts. Donc il y en a un d'ailleurs qui est vraiment très bien. Il faudrait que je vous l'envoie. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Instagram. Je vais vous l'envoyer. Il y en a un qui est vraiment top, qui explique les bases justement du yoga par une historienne et qui est vraiment très très bien pour aller un petit peu plus loin justement dans la philosophie du yoga. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah oui, super. La respiration Kapalabhati, en fait, c'est une respiration de feu. On dit qu'on travaille sur le troisième chakra, en fait, qui est au niveau du plexus solaire. Et on va venir on va venir activer le feu intérieur. En fait, on va prendre des courtes inspires. Je vais vous l'expliquer très rapidement. On va faire. Et à l'expire, en fait, on va rentrer le nombril et faire une expire très brutale. Je vais juste vous montrer ce que ça donne. On fait. Donc à chaque fois, on prend une courte inspire et à l'expire, on rentre directement le nombril vers la colonne et on absorbe en fait l'expiration de manière à ce que... Ok, là c'est ça. Je connais avec le hot yoga. Ok. Donc oui, c'est ça, je pense que vous la connaissez. Vous avez sûrement exploré si vous avez fait pas mal de cours de yoga. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, enfin c'est le moment de... Ok. Le yoga chaud. Oui, oui, oui. Alors pour le yoga chaud, j'ai fait quelques cours de yoga chaud. Donc il y a le Bikram déjà qui est plutôt codé en fait avec des postures qui ont été codifiées par Bikram. Et il y a aussi les yoga chauds un peu de type Hatha, je pense, ou Vinyasa, donc un peu plus classique, j'ai envie de dire, mais dans une salle, ouais, dans une salle chauffée à 28 degrés, je crois. Oui, après, en fait,
en bas. Alors, le Jivamukti Yoga, c'est très différent par rapport à ce qu'on est en train de voir. Encore une fois, je vais vous dire que là, quand on a parlé de ces types de yoga, ça c'est vraiment dans le yoga traditionnel et dans l'histoire du yoga. Tous les yogas que vous voyez aujourd'hui, Vinyasa, Yin, tout ça, c'est des notions qui ont été inventées en fait par le monde occidental justement, par l'Occident, euh, pour, euh, pour séparer en fait les disciplines et travailler de manière différente. Donc c'est bien parce que ça crée vraiment des dynamiques différentes dans un cours de yoga. Mais c'est pas du tout présent dans les textes, hein, tout ça, Jivamukti Yoga, Vinyasa, tout ça, c'est vraiment très moderne. Donc le Jivamukti Yoga, je connais pas très bien, j'ai fait quelques cours, mais je sais que c'est un yoga dynamique déjà, où on commence par un peu de philosophie du yoga ou de chant de mantra. Il y a de la respiration aussi dedans, donc c'est un c'est un yoga dynamique, mais qui va mélanger aussi des chants et une partie philosophique. Après, je ne connais pas plus que ça, mais on m'a dit que ça pouvait être très rapide comme yoga dans l'exécution. Donc après, à voir, ça va dépendre des profs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc voilà, tout ce qui est power yoga, warrior yoga, tout ça, en fait, c'est des notions très récentes hein, du yoga moderne. Les mantras. Oui, Catherine. Ouais, je crois que tu parles peut-être de Jivamukti. Je crois qu'il y a des mantras, je suis pas sûre en fait, dans le Jivamukti. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, ok, super. Donc, c'est lié au yoga. Euh, Oui et non, en fait. En fait, les mantras, c'est les chants, en fait, religieux plutôt. C'est plus lié. Alors, c'est peut-être un sujet que je ne maîtrise pas forcément. Déjà, je sais que c'est lié au bhakti yoga, parce qu'il y a beaucoup de chants de mantras, mais je pense que c'est plus en lien avec l'hindouisme, en fait. Mais je suis pas sûre. C'est pas dans mon. Je vais me renseigner, en fait. Je te dirai la prochaine fois. Ok, donc si vous avez d'autres questions, ouais, pourquoi les yogas ne sont pas ou très peu pratiqués? Alors, j'ai oublié de préciser un truc, c'est que ici, dans Asana, dans les Yoga Sutras de Patanjali, euh, le seul asana qui était mentionné, c'est la posture du tailleur ou la posture du lotus. Donc, tous les asanas que vous voyez aujourd'hui dans les cours de yoga, c'est pas des asanas qui étaient, on les connaissait pas en fait. C'est des asanas, c'est des pratiques toutes récentes qui datent du 19e siècle. Euh, donc, les asanas à la base, c'est la posture assise en fait. C'est juste le fait de croiser les jambes en tailleur et de faire le lotus. Euh, donc, si je reviens à ta question, pourquoi les yogas traditionnels ne sont pas ou très peu pratiqués? Tout simplement parce que le yoga traditionnel, qu'est-ce qu'on appelle en fait vraiment le yoga traditionnel? Je ne sais pas te dire ce qu'on appelle le yoga traditionnel parce que le yoga, avant que ça soit. Le yoga, c'était pas ce que c'est aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, le yoga se pratique en studio. Le yoga est codifié aujourd'hui. Alors que le yoga dont on parle ici, c'est pas un yoga codifié, c'est un yoga qui va se transmettre justement de maître à élève ou en fait qui va se pratiquer en s'isolant de la société. Donc, je dirais que le yoga traditionnel, il va être dans votre pratique quotidienne en fait. Vous allez le pratiquer dans votre quotidien, sur votre tapis, avec vous-même en fait. Même si vous allez vous appuyer sur le prof qui va vous indiquer certaines choses, mais la philosophie que vous avez du yoga, elle va être en vous. Donc j'ai envie de dire, c'est vous qui faites en fait de votre pratique quelque chose de plus profond ou quelque chose qui va juste s'arrêter à une pratique physique. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Aurélie? Alors, mon Instagram, c'est Yogi Dancer.
Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours me les envoyer sur mon compte Instagram. Ça me ferait vraiment plaisir d'y répondre parce que je suis vraiment passionnée d'histoire et de philosophie du yoga. Même si j'ai une connaissance encore qui n'est pas très très large, mais je me renseigne quotidiennement. Euh, Si vous avez aussi des idées de thèmes, n'hésitez surtout pas, parce que je pense que s'il y a de la demande, pourquoi pas refaire un talk comme ça. Euh, Super. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup pour vos retours. À dimanche pour ceux qui pratiquent avec moi le yin. Et à très 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 bientôt. Très très belle soirée. Au revoir.